nous-mêmes, on se plaint trop des jeunes qu'ils sont là, oisifs, ils ne veulent pas, mais nous sommes responsables de ce qui arrive à ces jeunes-là. Comment tu vas mettre un enfant à l'école, le matin, tu le sapes bien, tu le soulèves, aller déposer à l'école, lui donner, ou bien quand il grandit, on lui donne une moto, on remplit de sang, tu vas faire l'école, il revient à la maison, il faut des répétiteurs qui sont là, on bourre seulement la tête de l'enfant, on ne l'apprend pas avec quelque chose de lui-même, on le forme seulement pour chercher un diplôme. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de votre émission De l'autre côté. Aujourd'hui, nous recevons un entrepreneur infatigable, un spécialiste de l'échec. J'ai nommé Monsieur Batiebo. Continuez à nous envoyer vos messages sur Facebook ou sur le WhatsApp de l'émission au 0033 619 88 45 88. Mon nom est Abdel Noël Zala. Bonne écoute. Et est-ce que vous vous êtes senti incompris à un moment? Oui, je me suis senti incompris. Je me suis senti incompris parce que, bon, les gens se demandaient, bon, voilà, tu prends tout, tu investis, tu délaisses la famille et tu es en train de faire des choses comme ça, c'est insensé. Bon, j'ai estimé que dans la vie aussi, bon, il faut avoir une passion. Moi, j'avais ma passion. C'est vrai, je travaillais, j'avais mon salaire. C'était généralement sur la base du salaire que je prenais des prêts pour réaliser ces activités-là. Mais est-ce que ces critiques-là vous touchaient? Est-ce que des fois, quand vous entendez ça, vous rentrez vous coucher et puis vous dites, mais est-ce que je suis sur la bonne voie? Bon, moi j'ai été toujours convaincu que j'étais sur la bonne voie, malgré toutes ces critiques. Mais je cherchais toujours aussi à faire comprendre aux autres autrement que, bon, en fait, ce n'est pas la folie, ce n'est pas une passion aveugle, mais il y avait quelque chose au bout du compte qu'on pouvait espérer. C'est ainsi que quand les choses n'ont pas marché à ce niveau-là, bon, je me suis dit encore, bon. Et puis, c'était vraiment, d'année en année, j'ai dit, bon, maintenant, les jeux n'ont pas marché, qu'est-ce que je peux faire? Et il y a un qui m'a parlé que des papayes, tout. J'ai dit, effectivement, la papaye, c'est un bon produit, tout. Donc, j'ai cherché des semences. La semence, pour avoir même les bonnes semences de papaye, c'était pas simple. Donc, je peux avoir ça. On a fait la pépinière et on a commencé à produire. Donc, je faisais la papaye avec l'aubergine sur le même terrain. Et bon, l'aubergine a bien donné. Et quand la papaye a commencé à donner, à ce temps, moi-même, j'étais tombé malade. Donc, je n'allais plus aller sur le terrain comme ça. Donc, après, j'ai demandé aux ouvriers de me faire la citation. Rien. Ils avaient tout bradé. Tout. Bon, là, j'ai compris une chose. J'ai dit, ça encore, c'est une leçon. Ça veut dire que si tu n'as pas de bons ouvriers, c'est pas la peine d'engager une activité. Donc, j'ai ramassé tout mon matériel. Mes raccords, ma motopompe, tout, amené garder à la maison. Et c'est là que j'ai dit, bon, maintenant, en tout cas, comme j'ai un terrain, c'est déjà bon. On va chercher encore un moment favorable. Quand j'aurai de bons ouvriers, on va recommencer. Et parce que là, c'était pas simple. Moi, à midi, dès que je descendais à midi et demi, je fonçais là-bas pour voir comment les choses se passaient. Et à 15h encore, j'étais au bureau. C'était comme ça que je travaillais. Et s'il y avait des urgences, je descendais à 17h30, je repartais là-bas encore pour gérer ça. C'est comme ça qu'on a travaillé. Mais je me suis rendu compte que, bon, souvent, les ouvriers aussi, c'est un facteur déterminant pour réussir en entreprise. Surtout dans l'entreprise agricole, quand toi, tu n'es pas sur place. Ça, c'était une grande leçon que j'ai tirée. Donc, j'ai suspendu. J'ai ramassé tout mon matériel à la maison. Je suis resté là pendant près de 4 ans, sans encore faire... Ça a été la plus longue pause pour vous? Oui, c'était la plus longue pause. C'était la plus longue pause parce qu'en ce moment, je me suis dit, bon, comme mon épouse aussi, parce que c'était pas ça seulement qu'on faisait en famille, hein, parce que elle aussi, ensemble, du moins, on travaillait
dans le développement d'autres produits tels que le savon. Voilà. Et où avoir l'argent. Elle est là, elle vient de commencer, tu vas aller demander l'argent à qui? Donc, j'étais chaque fois sur la base des prêts que je prenais pour permettre. Donc, quand je prenais un prêt et une partie qui revenait à madame, une partie qui me revenait pour faire mon maraîchage, c'est comme ça on partageait toujours les choses. Et quand je finis de rembourser encore, il y a eu l'opportunité de prendre un prêt encore, je prends et on partage. C'était comme ça. Donc, vous formez en fait une équipe de choc. C'est comme ça on travaille. Et quand cette expérience est arrivée, j'ai dit bon, maintenant, au lieu de partager en deux, on va tout concentrer maintenant sur le savon. Voilà. C'est l'activité de madame. Voilà, on va se concentrer sur ça et on va travailler. Effectivement, on est concentré. Donc tout le monde travaille là-bas, que ce soit moi, les enfants, madame, tout le monde. Les enfants, ils étaient encore petits, mais tout le monde était dans ça. Voilà. Donc on produit le savon, souvent je peux se lever à 5 heures, faire le savon, et après tout le monde part au boulot. Mais personne ne va en retard. Voilà. Et les enseignants même ont eu à m'attirer mon attention, quand mes enfants étaient au primaire, que non, que moi je fais travailler trop mon enfant, c'était mon aîné, que voilà, que quand il se lève le matin, eux lui ont demandé qu'est-ce qu'il fait, il a expliqué que ça là, que je fais souffrir l'enfant, que c'est mieux que je laisse l'enfant se concentrer sur les études. Moi j'appelais l'enfant, j'ai dit mais tu es d'accord avec ce qu'on t'a dit là? Je vous ai dit que je ne vous forme pas pour être des bureaucrates. Je vous forme pour que vous puissiez prendre votre vie en main. Je vous forme pour que vous sachiez que dans la vie, il ne faut pas se focaliser sur une seule activité. Si tu ne peux pas étudier et faire quelque chose en plus, tu n'as pas réussi dans la vie. Et ça commence dès maintenant. Donc tu vas travailler à la maison et tu dois aussi travailler à l'école. Tu dois réussir dans ce qu'on t'a demandé à la maison et aller aussi réussir à l'école. Si l'ancien là n'est pas d'accord là, il n'a qu'à venir me voir. Moi, c'est mon principe de travail et je n'arrêterai pas. Et tous les enfants, c'était comme ça. Et comme le terrain posait problème parce qu'il n'y a pas d'ouvriers, j'ai ramené maintenant l'activité à la maison. Donc j'avais mes poulets, mes lapins et je faisais ça à la maison. Et chaque matin, s'ils se lèvent, ils doivent s'occuper de ça avant d'aller à l'école. C'est comme ça qu'on travaille. Voilà. Et c'est pas qu'ils vont le faire en se plaignant, vraiment papa là tu nous malmènes. Ils étaient d'accord avec le travail. Et ils étaient d'accord que pour réussir dans la vie, il faut avoir quelque chose à faire. Voilà. Ils le voyaient. Parce que, bon, c'est vrai, c'était des enfants, mais pour leur donner goût à la chose, ils partageaient aussi les résultats. Par exemple, les œufs, ils avaient les œufs. Hein. De temps en temps, tu des poulets, ils mangent, ils sont contents. Donc, ils savent que c'est le résultat de leur travail. Donc, on avançait ensemble comme ça. Voilà. Et à un moment donné, je dis, bon, si vous faites le travail, à partir de le savon, vous vous levez, vous travaillez, vous faites ça, on vous donne tant de francs. Voilà. Je dis, c'est pas un salaire, mais on va vous donner ça comme ça. Et ils étaient contents. Quand une fois je ne donne pas, papa, tu as dit que tu vas me donner telle chose. Je dis, d'accord. Donc, je le donne après. Voilà. Et c'est comme ça on a travaillé aussi avec les enfants. Donc à ce moment-là, pendant tout ce temps, tout était concentré à la maison. Je n'avais plus rien à faire dehors. Parce que, bon, il me fallait quand même quelqu'un de sérieux pour encore recommencer cette activité-là hors de la famille. Mais les enfants, ils ont coopéré. Madame est là, on travaille ensemble. Et tout le monde. Et c'est ce que vous faites actuellement? Oui. Jusqu'à présent, on continue de travailler. Donc ça a finalement abouti, tous vos efforts là ont finalement abouti. En tout cas, actuellement, je vois que les enfants ont compris. Et il y a lui c'est depuis son CE1. Un soir, quand je suis revenu du service, il me dit que, bon, que papa, que nous on a un projet. Wow. J'ai dit, toi tu as un projet. Il dit, nous là, c'est toi et qui? Que lui et son ami. Il dit, ton ami là, qu'ils sont dans la même classe. Il dit, c'est quel projet? Qu'ils veulent produire jus de pomme cannelle. Il dit, jus de pomme cannelle.
Il dit, moi, je ne sais pas comment vous allez faire du jus de pomme cannelle. Vous allez gagner pomme cannelle là où pour pouvoir faire du jus de pomme cannelle? Non, on va faire un grand champ de pomme cannelle. Et maintenant, on va faire une usine qui va extraire pomme cannelle. J'ai dit, mais regarde pomme cannelle, quand tu veux manger pomme cannelle là-même, c'est difficile. J'ai dit, vous allez faire du jus de pomme cannelle? Que oui, qu'ils vont trouver la technique pour faire ça. Il dit, d'accord. Bon. Il était à son CE1. Il dit, il n'y a pas de problème. Il faut continuer à réfléchir et à voir comment tu vas faire ça. Et chaque fois quand je sors, bon, il me suivait. Je vais au Centre national de semences forestières pour tourner, voir comment ils produisent leurs plantes, tout. Une fois que j'ai sorti avec lui, on est arrivé. Bon, il me suivait. Le technicien m'expliquait la technique des serres. Comment la production en serre se produit, tout. Et quand on est rentré ailleurs, on a vu qu'il y avait une vitre où on avait mis des plantes dedans. Il a expliqué pourquoi c'est comme ça et ce que ça donne comme résultat. On est reparti à la maison. Bon, en même temps, je vois qu'il, dès qu'il est arrivé, il a commencé à casser il y avait des verres, des vitres, il a cherché, il a cassé. Il m'a demandé de la colle et il a fait la même chose que là-bas. Et il est allé chercher des plantes. Il a fait la technique qu'on a dit de tel qu'ils ont fait là-bas. Il a fait ça marcher. Et vous devriez être fier. Oui, il était fier. Et depuis, il a commencé à produire des plantes à la maison. Il me dit que lui, il va vendre. Je lui donne. Donne d'abord aux gens. Ensuite, il va vendre. Il a commencé à donner. Et actuellement, il y a des voisins. Ce sont ces arbres qui sont là-bas. Il est fier de voir que ces arbres-là, ce sont des arbres que lui, il a produits, que les gens ont pris. Et voilà ce que ça a donné. Et lui, bon, quand il a eu son bac, bon, actuellement, il est au centre Songhai pour se former là-bas. Voilà. Et lui, il doit finir l'an prochain. Donc, bon, son grand frère, lui, il fait le marketing parce que lui, il veut travailler pour développer, faire la promotion de ses différentes activités parce qu'on en a beaucoup. Donc, la relève est assurée. La relève est assurée. Et leur petite sœur, elle fait gestion de projet. Bon, pour pouvoir travailler maintenant à organiser. Ensuite, on va faire environnement développement durable pour pouvoir travailler. Et bon, ça nous a donné de quoi. Avec ça, on a pu avoir un terrain maintenant de 2 hectares. Et là, ça nous revient pleinement. Personne ne peut venir nous déloger de là-bas. Et c'est là-bas qu'on est en train de développer ces différentes activités. Et actuellement, bon, le savon aussi, ça a pris de l'envol. Ça va bien. Ça se vend en pharmacie. Les médecins prescrivent ça. Ça s'appelle comment? Et il y a le savon Majesté. Ça, c'est à base d'huile de Nîmes, de balanites, et d'argile verte, de citron, d'huile de coco, de beurre de karité. Voilà. Il y a le savon merveilleux. Ça, c'est à base de miel, d'huile d'huile de balanites et de citron et aussi d'argile verte. Et ce sont des savons thérapeutiques. Et c'est naturel parce que les éléments actifs qui amènent les soins, il n'y a pas de produits chimiques dans ça. C'est des produits qui sont certifiés par le Laboratoire national de santé publique. Et nous avons même l'autorisation de mise en vente sur le marché du ministère de la Santé. Donc, c'est des savons vraiment qui sont très propres et on a le retour. Ouais. Vous avez parlé de vos enfants. Moi, j'aimerais que vous nous parliez de notre système éducatif, parce que je sais que vous avez beaucoup à dire sur ça. Oui, merci. Bon, comme je vous le disais, j'ai déjà dit à mes enfants, vous n'allez pas suivre ce système-là parce que je ne vais pas sacrifier mes enfants. Bon, je ne peux pas empêcher que les autorités aient des techniques, des pratiques, mais bon, je ne suis pas obligé de me contenter de ça. Je veux que mes enfants étudient dans un système, mais ils ne seront pas esclaves de ce système-là. Et c'est pourquoi on a travaillé parallèlement à les amener à apprendre quelque chose à la maison. Et en dehors de ça, il y a beaucoup de recherches que je fais et je partage à la maison en développement personnel et tout, et on échange. Parce que l'avantage c'est quoi? Pour nous on discute du tout à la maison. Quand j'ai un projet, je veux faire quelque chose, on rassemble tout le monde, maman, les enfants, on s'assoit, on échange, chacun donne son idée et quand c'est validé, on avance.
Si on ne s'entend pas, on attend jusqu'à ce que vraiment on trouve le consensus avant de... C'est comme ça. Donc, si je regarde l'expérience que j'ai dans la famille, je le ramène au niveau du système éducatif. Moi-même, je suis là à l'université, je vois, je vois vraiment que il y a des boulets qu'on traîne. Les enfants sont là, vous voyez, même les enseignants trouvent que non, amener l'enfant à faire quelque chose à la maison avant de venir à l'école, c'est pénaliser l'enfant, c'est retarder l'enfant, c'est empêcher que l'enfant réussisse. C'est fou. Bon, aucun de mes enfants n'est resté à la maison. Voilà. Les trois, ils ont eu le bac, ils sont au niveau universitaire. C'est la dernière qui cherche son BPC. Donc, mais je ne veux pas les cajoler. Je ne veux pas les amener. Donc, moi, je pense que, en fait, nous-mêmes, on se plaint trop des jeunes qu'ils sont là oisifs, ils ne veulent pas, mais nous sommes responsables de ce qui arrive à ces jeunes-là. Comment tu vas mettre un enfant à l'école, le matin, tu le sapes bien, tu le soulèves, aller déposer à l'école, lui donner, ou bien quand il grandit, on lui donne une moto, on remplit de sang, tu vas faire l'école, il revient à la maison, il faut des répétiteurs qui sont là, on bourre seulement la tête de l'enfant, on ne l'apprend pas à faire quelque chose de lui-même, on le forme seulement pour chercher un diplôme. On ne s'arrange pas à se dire, mais cet enfant-là, est-ce qu'il connaît son environnement? Est-ce qu'il connaît son pays? Est-ce qu'il connaît les réalités de ce pays? Qu'est-ce qu'il peut faire pour faire changer les choses? On n'essaie même pas de développer ça en l'enfant. Et on veut que ce soit des leaders de demain. Et on est là, on veut combattre la corruption. Ils ont appris à faire quoi? À travailler pour avoir un diplôme. Et une fois qu'ils ont le diplôme, on les a appris à se contenter de leur salaire. Est-ce que le salaire peut satisfaire quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut se nourrir de son salaire et dire que je suis satisfait, je gère ma femme, je gère ma famille et je suis content avec un salaire? Pas possible. Le salaire n'est pas fait pour satisfaire quelqu'un. Et comme il n'a pas appris à faire quelque chose d'autre, il va trouver des moyens pour arrondir ses fins de mois. Et ça rentre quoi? C'est la corruption. C'est tout. Et on veut combattre la corruption sans se dire, sans se remettre en cause, sans remettre en cause ce système éducatif là. Tant que ce système éducatif ne sera pas remis en cause, on ne pourra pas. C'est pas la peine de dire aux gens, non, on va faire des séminaires, montrer les dangers de la corruption. Et vous laissez les enfants grandir dans la tête qu'il me faut un diplôme pour travailler. Ça là, on ne finira jamais de former les gens pour lutter contre la corruption. Ça, c'est pas lutter contre la corruption. Lutter contre la corruption, ça a amené les enfants eux-mêmes à développer une activité. On se plaint que les jeunes, ils passent le temps à s'amuser, ils ne veulent pas. Mais c'est parce qu'on lui a donné l'opportunité de s'amuser. Si l'enfant a quelque chose à faire à la maison, il sait qu'après l'école, voilà ce que je dois faire. Pendant les vacances, voilà ce que tout est calé. Il a quel temps pour être dans un maquis, en train de boire et faire quoi? Il a quel temps? En fait, la nature a horreur du vide. Comme il y a un vide, il faut qu'il comble ce vide-là. Oui, les jeunes sont dynamiques, pleins d'énergie. Et qu'est-ce qu'on fait de leur énergie? Si nous ne pouvons pas canaliser l'énergie des jeunes vers ce qui peut être productif, mais c'est l'effet inverse. Ils vont aller ailleurs avec leur énergie pour faire le mal. Ça, ce n'est pas leur faute, c'est nous. Est-ce qu'ils ont choisi de venir dans ce monde? Ils n'ont pas choisi, ils sont venus sous notre responsabilité. Et c'est à nous de les aider à comprendre que tu es venu dans ce monde-là. Voici les réalités de ce monde. Voilà comment tu peux t'arranger pour t'en sortir dans ce monde. C'est vrai. Le système éducatif est là. On ne peut pas aller forcer la main du gouvernement pour qu'il change le système éducatif. Mais que les parents eux-mêmes sachent qu'ils sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Voilà. On peut aider les enfants à apprendre autrement, à faire autrement. Actuellement, il y a beaucoup de signaux de développement personnel et tout. Est-ce que les gens apportent de l'importance à ça? On pense que c'est quand l'enfant a un bon diplôme, 19 de moyenne en classe, qu'il est excellent, il a eu une bourse, il va aller tant étudier. Les gens reviennent avec des diplômes et ils sont assis dans la misère. Pour que les maquis soient remplis, est-ce que c'est des pauvres qui remplissent les maquis? C'est des gens qui ont l'argent. Mais ils n'ont pas de passion dans ce qu'ils font. Ils ne vivent pas. Ils sont dans leur service, ils travaillent pour le salaire, ils travaillent pour plaire aux gens. Mais après le service, il s'assoit, il y a un vide. Il n'est pas satisfait. Et pour combler ce vide, il va dans le maquis. Voilà la triste réalité. Et c'est pourquoi dès l'enfance, il faut permettre aux enfants de savoir ce qu'ils aiment et les encourager à aller. Dès que l'enfant va réaliser ça, il n'aura pas le temps. Il n'aura pas le temps de s'asseoir avec quelqu'un qui est venu pour lui raconter des histoires. Il va sélectionner lui-même ses amis. Parce que quelqu'un qui n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Il est assis. Après l'école, je dois faire ça, je dois faire ça.
Est-ce qu'il a le temps de s'asseoir avec quelqu'un qui vient pour s'asseoir, raconter, là, le président a fait ça, le premier ministre a fait ça, 1 heure de temps, 2 heures de temps, en train d'insulter les gens. Il n'a pas ce temps. Lui, il veut écouter quelqu'un qui va lui dire que j'ai eu une opportunité d'affaires. Ah, j'ai eu à expérimenter telle chose-là. Est-ce que c'est pas bon pour toi? Ah, j'ai eu une vidéo qui parle de telle chose. C'est ça qu'il voudra entendre, pas ces choses-là. Mais tout dépend de qui. C'est nous. Et l'État, maintenant, doit aussi prendre ses responsabilités. Si vous prenez les pays francophones, pourquoi, quand vous prenez tous les pays francophones, prenez-les, sans exception, quel est le pays francophone où la jeunesse s'en sort? C'est des plaintes, c'est des mouvements. On est dans un système. On dit qu'on est affranchi du colon. Mais actuellement, ils ont toujours colonisé, puisque le système éducatif n'a pas changé. C'est ce qu'ils ont donné. Maintenant, on est là, on canalise toujours les étudiants et on est en train de fabriquer des enfants complexés, hein, qui n'ont plus confiance en eux-mêmes, hein, qui ne savent même pas valoriser leur environnement, qui trouvent qu'ils sont des misérables, hein, qui trouvent qu'ils ont échoué, qui trouvent qu'ils sont mal nés dans un pays, hein, pauvre, très endetté, puisque c'est leurs parents et responsables qui ne font que répéter ça. Mais quel enfant aimerait être dans quelque chose de mauvais? Et c'est ce qu'on met dans la tête des enfants. Est-ce qu'on essaie de faire comprendre aux enfants que le Burkina n'est pas un pays pauvre? Est-ce que c'est normal de dire à un enfant que non, ton pays est vraiment pauvre, c'est mieux que tu ailles aux États-Unis? Comment un parent peut dire ça à son enfant? Est-ce que le Burkina est pauvre? Le Burkina n'est pas pauvre. On nous a mis dans notre tête que nous sommes pauvres pour mieux nous exploiter. Quelle richesse manque au Burkina? Qu'est-ce qui manque au Burkina? Hein? On est pauvre dans nos idées, c'est tout. Et pourquoi nous pensons que dans le système, c'est pourquoi au niveau de l'université, nous travaillons vraiment à développer cet esprit, hein, de leadership au niveau des étudiants, des amis, à être fiers d'eux-mêmes, fiers d'appartenir à un pays comme le Burkina Faso ou dans leurs différents pays, parce qu'on a plusieurs nationalités, et de savoir que c'est une opportunité pour eux de pouvoir apporter le changement. Le changement, ce n'est pas quelqu'un qui doit amener ça, c'est vous-même. Vous êtes des étudiants, vous devrez étudier les forces et les faiblesses de vos pays et vous dire qu'est-ce que moi je peux faire. Donc vous êtes une force de proposition. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Et en ce moment, ben, les États auront beaucoup à faire. Il y aura beaucoup de transformations. La transformation ne viendra pas. D'ailleurs, c'est nous-mêmes. Hein? Chaque fois quand j'entends qu'on organise des ateliers, les gens vont quitter tel pays pour venir étudier nos problématiques. Mais est-ce que quelqu'un peut venir résoudre nos problèmes là? Nos jeunes là, ils sont pleins de potentialités. Ils sont très ingénieux. On ne leur fait pas confiance. Voilà le problème que nous avons à gérer. Permettre à la jeunesse de se réaliser. Leur faire confiance. Leur montrer les vrais problèmes. On le voit ici. Peut-être en informatique, on a tellement de problèmes. Quand vous leur confiez ça, voilà, tel chose à faire, ils vont s'asseoir rapidement. Il y a un programme qui est fait tout pour résoudre le problème. Est-ce qu'on a besoin de faire un expert pour faire ce travail-là? Mais on trouve quelqu'un qui a été formé au Burkina, hein, on trouve qu'on nom lui n'est pas bon, il faut que la personne vienne des États-Unis, d'Europe, quand il vient, il chorpille, ah oui, on a gagné ton diplôme, là, tu as eu ça, ah oui, lui, il est bon, on le prend. Mais celui qui a été formé au Burkina, on trouve qu'il n'est pas bon. Comment vous pouvez valoriser cette jeunesse-là? Donc vous voulez que tous les jeunes qui doivent réussir là aillent à l'extérieur. Qu'est-ce qui nous empêche d'aider nos jeunes à être meilleurs ici? Qu'est-ce qui les empêche? Pendant que les Occidentaux sont en train de trouver l'Afrique comme étant un continent de rêve, nous-mêmes, on trouve que c'est eux qui sont. Vous voyez comment ils nous ont déformé la mentalité? Et on est toujours là dans ça, on est fiers. On prouve et on est d'accord. Bon. Moi, je ne sais plus quoi dire après ça. Tout est dit. Mais bon, je vais récapituler un peu. Oui. Notre société même, notre système éducatif crée des irresponsables qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, à qui on n'a pas enseigné l'amour propre. D'accord? Mais pour les jeunes qui veulent vraiment, qui sentent cette passion que vous avez eue quand vous étiez jeune, et qui n'ont pas l'environnement pour, par exemple à la maison, on ne les encourage pas pour ça, vers leur passion. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Oui, merci pour cette question, elle est pertinente, parce que c'est quoi? Nous sommes là, voilà, on va former des étudiants, Bac plus 5, hein, le gars il sort avec son master, il n'a pas du travail, tu lui demandes qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Il ne sait pas, il est assis.
Bac plus 5. Il ne sait pas ce qu'il va faire. C'est la faute de qui? Tout ça, c'est notre faute. Il faut qu'on accepte humblement de nous remettre en cause. Les parents, bon, eux aussi, ce n'est pas tout le monde qui a la vision dans ce domaine-là. Voilà. Et pour les élèves, pour les jeunes qui veulent vraiment entreprendre, mais qui n'ont pas le soutien familial, parce que ça commence par là, pour ça. Bon, donc, moi je vois que, en fait, c'est un problème de tout le monde. Il faut que tout le monde s'implique. Le système éducatif doit s'impliquer, les parents doivent s'impliquer et les enfants. Parce que les enfants eux-mêmes doivent comprendre qu'ils sont responsables de leur bonheur ou de leur malheur. Ils doivent d'abord se considérer ainsi. Ce n'est pas la peine d'atteindre 18 ans, 20 ans, quand on te ramasse à la maison, tu as fait ça. Ah non, moi je suis grand, il ne faut plus me faire ça. Grand là, c'est quand tu seras chez toi, tu peux te prendre en charge. C'est ça. Mais tant que tu dois dépendre de tes parents pour rouler, rien que ton carburant, là, tant qu'on ne te tend pas l'argent, tu ne peux pas rouler, tu n'es pas encore grand. Donc eux-mêmes, ils doivent se remettre en cause. Et savoir que ce n'est pas normal. Et si ce n'est pas normal là, ils vont trouver la solution. Et c'est pourquoi, par exemple, au niveau de l'université, nous ne jetons la pierre à personne. Nous nous disons, nous avons tous failli, mais mieux vaut tard que jamais. Et c'est pourquoi le centre de carrière a été mis en place pour accompagner et les étudiants et les parents. Parce que nous, quand vous discutez avec les étudiants, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je ne sais pas. Il vient, il veut faire une formation, l'essentiel que j'ai mon diplôme. Mais ce que je fais dans la vie là, c'est après la formation que je vais voir. Vous voyez comment on fait les choses à l'envers. Donc, nous ne pouvons pas arrêter le système éducatif actuel. Et c'est pourquoi parallèlement, pendant qu'on dispense cette formation, parallèlement, on leur donne des formations en développement personnel pour les amener à se connaître eux-mêmes, leurs forces, leurs faiblesses, avoir une vision pour leur avenir, qu'ils sachent où ils veulent aller. Parce qu'il ne suffit pas de donner, dire qu'il faut chercher des diplômes. Il va chercher des diplômes pour aller où? Donc il a besoin d'avoir une vision dans la vie là-même. Qu'est-ce que je veux devenir? Et ça, vous voyez, c'est des choses, souvent on ne prend pas le temps d'écouter les enfants. Mais ça est là. Chacun naît avec sa nature. Chacun naît avec ce qu'il veut être et ce qu'il doit être. Mais si vous ne décelez pas ça à temps pour orienter l'enfant dans ce sens, nous on trouve des gens, ils ont fait bac plus 5. Quand le gars il sort, tu veux même l'amener à aller dans le sens où il a été formé, il n'est même plus d'accord. Et qu'est-ce qu'il vous dit que non? Moi j'ai cherché mon master, j'ai cherché ma licence parce qu'on m'a dit de faire. Donc il a eu son master, il a eu sa licence avec une bonne note, mais pour lui c'est fini, il a fait le travail qu'on a dû faire. On t'a dit d'étudier pour avoir ton diplôme, j'ai étudié, j'ai eu mon diplôme. Mais il n'a aucun intérêt avec ce diplôme-là. Ce qui montre que la formation ne lui a pas servi. Ça n'a pas servi. Et c'est pourquoi actuellement, parallèlement, on donne la formation de développement personnel, permettre à chaque étudiant de se connaître, ses forces, ses faiblesses, sa nature même. Parce que la vision, c'est quoi? C'est quelque chose, une activité, toute chose. Quand tu penses à ça, ça te remplit de joie, de paix. Quand tu penses que tu veux faire telle chose, tu es content. Et peut-être depuis ton enfance, tu as commencé même à faire ça. Les gens ne t'ont pas pris au sérieux. Donc, amener l'étudiant à comprendre que ce qu'il faisait depuis son enfance et que les gens ont rejeté là. Et il a grandi. Et jusqu'à présent, c'est quand il pense à ça, il a la joie. Il aime la chose. Qu'ils ne se disent pas, parce que moi j'ai fait un bac plus 5 en finance, comptabilité, en marketing, je ne peux pas repartir à la terre. Alors que chaque fois quand lui, il pense à l'activité, à l'élevage, à l'agriculture, il a la joie. Il est passionné de ça. Quand il voit les vidéos, quand il est passionné de ça. C'est là-bas ça réussit. Ça ne l'empêche pas, avec son bac plus 5 là, d'aller en agriculture. Et on ne parle pas en ce moment en agriculture pour aller attraper des tabacs. On a des systèmes, et c'est pourquoi on dit permettez aux jeunes de parler, de s'exprimer. Écoutons-les, écoutons leur cœur et essayons de les orienter
Nous, on peut essayer de les orienter, mais on n'a rien à leur imposer. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place. Et vous allez voir, par exemple, qu'il y a des gens qui ont fait jusqu'à ce niveau, quand ils sont revenus, mais ils se sont rendus compte que ça là, c'est ça là mon chemin. Ils s'épanouissent dedans. Ils rentrent dans l'agriculture, ils commencent à faire. Hein? Mais c'est novateur. Il va produire son maïs sur 1 hectare, 2 hectares, mais ce ne sera pas la pluie, il ne compte pas seulement sur la pluie. Il met en place un système goutte à goutte. Hein? Il peut assurer 2 récoltes par an. Il ne va plus se contenter de cultiver rien que le maïs. Il va mettre en place sa chaîne de valeur. Je produis le maïs, mais pourquoi vendre le maïs? Je peux transformer le maïs. Et en transformant le maïs, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir la farine. Je peux avoir le couscous. Je peux avoir différents types de farine. Voilà. Et si j'ai ça, tu fais ça, tu produis, tu as les tiges de maïs. Ça, au lieu de vendre, au lieu de jeter, je peux faire l'élevage à côté. Donc je fais mon élevage à côté. Hein? Tes bovins, tes ovins, tu les fais à côté. Quand tu récoltes tes tiges, tu stockes, ça tu leur donnes. Quand tu enlèves le son de ton maïs, c'est parce qu'il y en a qui consomment du maïs étuvé. Bon, quand bien on sait que c'est faible en qualité nutritive, oui, mais le son, qu'est-ce que je fais ça? Au lieu de vendre, je nourris mes animaux avec. Donc voilà une chaîne qui est en train de s'établir. Et il aura affaire à un système intégré. Mes poulets que j'ai, puisque tu as du maïs qui te revient moins cher, tu as des poulets, ils font leur viande. Qu'est-ce que je fais de ça? Au lieu de prendre ça à jeter, hein, les animaux, qu'est-ce que je crée? Ça peut être envoyé encore dans la pisciculture, puisque tu as l'eau. Tu fais ta pisciculture. Hein? Et avec les viandes, au lieu de prendre des produits chimiques pour engraisser tes étangs, avec les viandes, des poulets et tout, tu engraisses tes étangs. C'est du bio, et tu fais du poisson bio que les gens vont rechercher. Est-ce qu'on peut être plus heureux que d'être dans son rêve? Maintenant, je pense qu'on est arrivé au terme de notre entretien. Mais pour votre mot de la fin, je ne vais pas vous demander un mot de la fin. Je vais vous demander de nous raconter l'histoire ou la fois où on vous a volé vos poules. Oui. Oui, vraiment, mes poulets. Moi, les poulets et moi, on était vraiment... C'est une famille. Oui. Parce que chaque fois quand j'arrive, les poulets m'accueillent à la porte. Chaque fois. Et un soir, quand je suis arrivé, personne ne m'a accueilli. J'ai garé ma moto, je suis descendu. Pas d'accueil. J'étais à la maison. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des poules qui ne sont pas là. Que non, que les poules sont là. Je dis non. Il dit telle poule, telle poule, telle poule. Pourtant, elles étaient nombreuses. Et on a commencé à regarder. Effectivement, on ne les a pas trouvées. J'ai dit, voyez. J'ai dit, à quel moment ça a disparu? Est-ce que vous avez ouvert la porte? Que non. Donc, je suis ressorti. Parce que c'était environ 17h. Donc, j'ai fait le tour des vendeurs de poulets pour voir. Et j'ai arrivé et chez un vendeur, et j'ai trouvé ces poulets là-bas. J'ai vu. Donc, j'ai dit, mais ce poulet-là, que oui, que son prix là, il y en a ça, non, c'est à l'Ida. Il dit, ces poulets-là, ce sont mes poulets. Il dit, ce sont mes poulets. Que non, que c'est quelqu'un qui les a vendus. J'ai dit, mais c'est qui? Que non, que c'est un enfant. J'ai dit, bon, moi j'ai besoin de l'enfant là. Voilà. Et des autres poulets. Comme j'étais là tout, j'ai dit, bon, demain je vous amène une convocation. Je suis rentré. Quelque temps après, ils sont arrivés à la maison. Que non, que c'est pas la peine d'amener, qu'en réalité, ils connaissent la personne. Et c'est là qu'ils ont parlé, voilà, c'est telle personne. Et tous les poulets sont venus. Rien n'a pas. Tout est venu. Donc, et la deuxième fois encore, ça a disparu. Un dimanche, on est allé au culte, on est revenu. Les poulets avaient disparu encore. J'ai dit aux enfants, bon, faites le tour. Ouais. Ils ont fait le tour, il y avait une maison vide. Quand ils sont arrivés, je me dis qu'il y a un sac qui bouge. Et dans le sac, c'était une poule qu'on avait entassée dedans. Donc on a pris le sac à mener à la maison vide. Donc il faut dire vraiment,
comment Dieu nous a aidés vraiment à préserver nos biens. Et franchement, s'il n'y avait pas cette familiarité-là entre ces poulets-là et moi, cette nuit-là, je n'allais même pas me rendre compte que les poulets avaient disparu. Et là, le lendemain, c'était pas sûr que je retrouve ça chez ces vendeurs-là, parce que c'était vraiment très bien, les gens allaient ramasser ça rapidement. Merci, M. Bativo.